Bonjour Benoît Biteau, bienvenue dans ce podcast. Oui, bonjour à vous. On est à mi-mandat, c'est votre premier mandat de député européen. Quelle fut votre première réaction en arrivant au Parlement? Beaucoup d'émotions, parce que pour être complètement transparent et honnête avec vous, c'est quand j'ai décidé de m'engager dans une vie politique sur des sujets qui sont mes sujets de prédilection, qui me tiennent donc à cœur, comme l'agriculture, l'écologie, le climat. J'ai très vite perçu, identifié que c'était à l'échelon européen que, en toute modestie, en toute humilité, avec les compétences que sont les miennes, les sujets sur lesquels je peux apporter dans le champ politique, j'ai tout de suite identifié que c'était sur l'échiquier européen qu'il fallait avancer. Et donc, c'était pour moi une sorte de Graal, une sorte d'objectif à atteindre que de devenir député européen et de pouvoir agir à cet échelon-là de territoire, c'est-à-dire à l'échelon du continent européen. Et donc, réussir ce challenge-là, qui était un véritable pari personnel, mais aussi un pari par rapport à ces grands défis, c'était quelque chose d'extrêmement puissant sur le plan émotionnel. Et puis, je me rappelle à ce moment-là, le premier jour où j'ai mis un pied au Parlement européen, j'étais accompagné de personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. En l'occurrence, Karima Delli et Yannick Jadot, hein, c'était les deux personnes qui m'ont accompagné dans mes premiers pas au Parlement européen. Et je dois admettre que entrer dans cette belle institution accompagné de ces deux personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration, c'était aussi pour moi une sorte de, enfin, je me sentais accompagné, je me sentais soutenu, je me sentais entre bonnes mains pour embrasser ce nouveau mandat. Et aujourd'hui, votre plus grande fierté de ce début de mandat? Fierté, je sais pas, mais en tout cas, satisfaction au moins. C'est que moi, sur le sujet sur lequel, enfin, c'est forcément le sujet agricole, hein, qui est le sujet sur lequel je suis le plus lourdement impliqué, et c'est sur ce sujet-là que j'ai la plus forte expertise. Et je débute le mandat sur la réouverture des négociations de la future politique agricole commune, et où bah, je dois faire ma place. Je suis un nouvel entrant. Au milieu d'élus qui sont déjà aguerris au fonctionnement de l'institution européenne, à la manière de conduire les négociations sur des sujets aussi fondamentaux que ça. Et ma grande satisfaction, c'est que au sein du groupe des Verts, j'ai réussi, c'était le 14 octobre 2020, j'ai réussi à convaincre mes collègues de repousser cette PAC qui est complètement décalée avec les grands enjeux du climat, de la biodiversité, de la souveraineté alimentaire, de la santé et du revenu des agriculteurs. Donc avec une position un peu radicale qui était de déposer un amendement de rejet de cette PAC-là. Et ma satisfaction, c'est qu'au début, j'ai senti beaucoup de réticence, y compris dans le groupe des écologistes, et à force de démonstration, de conviction, de persuasion, j'ai réussi à convaincre mes collègues et à embarquer ce groupe politique dans sa globalité, presque dans son unanimité, à faire ce choix de déposer un amendement de rejet le 14 octobre 2020. Et pour moi, ça, c'est un véritable aboutissement. Et donc, j'étais très satisfait d'avoir réussi à convaincre ces gens-là. Et puis après, il y a la deuxième, la deuxième vague ou le deuxième effet, c'est que au bout du bout, c'est un tiers du Parlement européen qui a voté contre cette PAC, et ça, c'est aussi une satisfaction. C'est-à-dire que au-delà des presque 70 écologistes qui ont accepté de s'engager sur le rejet de cette politique agricole commune, c'est plus de 200 eurodéputés donc, qui font le choix de repousser cette politique agricole commune avec sûrement une part du discours qu'on a pu porter, nous les écologistes, sur ce sujet-là, pour que enfin, un tiers des eurodéputés réussissent à oser appuyer sur le bouton rouge de la politique agricole commune. Donc, voilà, mes satisfactions, elles sont là. Et vous avez qualifié la réforme de la PAC de PAC de la honte, ce qui est un Oui. terme fort. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? PAC de la honte parce que aujourd'hui, les plus grands scientifiques, spécialistes du climat, spécialistes de la biodiversité, spécialistes de la souveraineté alimentaire également, mais aussi la Cour des comptes européenne qui pointe du doigt l'inefficacité, même le,
l'effet même inverse à celui attendu de la politique agricole commune sur le revenu des paysans, sur le climat, la biodiversité, à nouveau la santé également. On a tous les indicateurs pour montrer qu'il faut changer le cœur du réacteur, il faut changer la façon dont on accompagne les pratiques agricoles. Et en 2021 ou en 2020, parce que c'était en octobre 2020 que j'ai qualifié cette PAC de PAC de la honte, en octobre 2020, avec tous ces éléments dont on dispose, qui sont des éléments objectifs contre lesquels on ne peut plus opposer de scepticisme par rapport au climat, à la biodiversité, à la souveraineté alimentaire, à la santé, aux revenus des paysans, on continue de mettre sur les rails une politique agricole, une politique publique au sein de cette Union européenne, sur ce continent européen, qui continue d'accompagner les pratiques qui vont ou qui sont aux antipodes de ces grands défis et qui ne nous permettent pas de relever le challenge qu'on doit relever si on veut préparer au mieux l'avenir des générations futures. Et la politique agricole commune, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. Donc si une politique aussi forte de l'Union européenne ne s'engage pas sur ces grands défis, effectivement, on peut qualifier cette politique de politique de la honte. C'est-à-dire qu'on peut avoir des beaux discours à la tribune, comme le font la majorité des décideurs, que ce soit ceux de la Commission, que ce soit ceux du Conseil, que ce soit certains du Parlement européen. Et puis au moment où on passe aux travaux pratiques, au moment où on passe au concret, avec une politique publique aussi forte que ça, qui peut lourdement impacter le climat, la biodiversité, la santé, la souveraineté alimentaire et le revenu des paysans, on fait l'exact inverse. Et c'est même la double peine. C'est-à-dire que cette grosse enveloppe du budget de l'Union européenne continue de perfuser les mauvaises pratiques, continue de perfuser économiquement les mauvaises pratiques et nous prive de cette grosse enveloppe pour accompagner les transitions nécessaires. Donc c'est pour ça que j'ai qualifié cette PAC de politique de la honte. On voit qu'on a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que les thèmes écolos n'ont jamais eu autant de vent en poupe. En témoigne le Green New Deal, la Commission européenne. Donc on voit qu'il y a une sorte le poids des mots est fort, mais on semble qu'on est à la croisée des chemins sur les moyens à mettre en œuvre sur la transition. Par exemple, sur vos sujets sur l'agriculture, on voit que en face de la réduction des pesticides, on se voit s'opposer l'agriculture de précision, les OGM d'un côté, l'agroécologie de l'autre. Et comment ça se traduit au niveau européen dans le concret de votre action et du travail en commission? Alors moi j'ai un profil un peu particulier. Je dis ça parce que ça oriente forcément ma façon de travailler. C'est-à-dire que moi, je suis un élu oui, particulier. C'est que j'ai un passé de chercheur. Je suis ancien chercheur scientifique. Et cette étape-là de ma vie fait que je travaille avec un peu de rigueur scientifique. Et j'aime bien positionner ma façon d'intervenir avec des éléments objectifs. Et donc, à partir du moment où j'ai cette rigueur-là un peu scientifique, je vais travailler avec mes collègues, y compris ceux qui ne sont pas forcément convaincus par les éléments que je peux mettre en avant. J'y vais avec des démonstrations les plus objectives possibles. Et voilà, c'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire que j'essaie de sortir de la construction de politiques publiques qui s'appuient sur des avis, des opinions, des il me semble que, je crois que, je pense qu'il faudrait faire comme ça, sur des impressions, des sensations, parfois des croyances, comme celle qui consiste à penser qu'on ne peut pas renoncer à une agriculture productiviste si on veut atteindre la souveraineté alimentaire. Et donc, à ces éléments-là qui relèvent plus de la sensation, de l'intuition parfois même, j'essaie d'opposer dans la plus grande pédagogie possible des éléments objectifs qui s'appuient sur des données qu'on peut vérifier, qui sont parfaitement vérifiables, comme les rapports de la Cour des comptes, par exemple, européenne, pour essayer de bâtir des politiques publiques qui s'inscrivent dans l'intérêt commun. Et vous avez une autre particularité, c'est que vous êtes un agriculteur qui a réussi la conversion écologique de son exploitation, c'est-à-dire que vous êtes passé d'un modèle productiviste dans ce qu'on comprend à un modèle durable. Comment cette expérience vous permet d'avancer et de travailler au sein de la Commission de l'agriculture et du développement durable? C'est ma crédibilité.
c'est ma crédibilité. C'est-à-dire qu'on oppose souvent aux écologistes, quand ils évoquent des sujets agricoles, de ne pas être des bons spécialistes, de ne pas être suffisamment compétents sur ces sujets-là. Or là, moi, j'arrive avec mon parcours professionnel, donc d'abord d'ancien chercheur scientifique et de paysans, je parle de paysans, qui, en partant effectivement d'une structure très productiviste, intensive, industrielle, fait le virage vers l'agroécologie. Et c'est d'abord parce que je réussis ce virage-là, qui était un véritable challenge, hein, mais c'était ce que je voulais essayer de montrer, hein, c'était dans une forme de passage à l'acte. Moi, j'ai accompagné des agriculteurs dans cette transition-là, je les ai accompagnés dans la réussite de cette transition-là, et quelque part, parce que je savais que cette structure familiale avait cette orientation-là de productiviste intensive et industrielle, je voulais faire la démonstration qu'en partant de là, avec de l'agroécologie, on peut avoir des résultats écologiques, bien sûr, économiques, et c'est un passage obligé, mais aussi social. Et donc, c'est ça qui apporte la crédibilité au message que je porte pour dire, mais attendez, moi, je ne suis pas dans le concept, je ne suis pas dans l'illusion, je m'appuie sur ma propre expérience pour essayer de faire bouger les lignes de la politique, des politiques publiques sur lesquelles je travaille. Et c'est même plus que ça, c'est-à-dire, c'est parce que j'ai réussi ce virage-là que je m'autorise, c'est aussi, il faut le lire dans ce sens-là, c'est parce que j'ai réussi cette transition, et en partant de là, de cette structure industrielle et intensive, que je m'autorise à faire bouger les lignes, ou en tout cas à tenter de faire bouger les lignes dans le champ politique, parce que je sais que c'est la bonne réponse aux grands défis climatiques, de biodiversité, de santé, de souveraineté alimentaire, mais aussi de revenus des agriculteurs, dans une période où justement, il faut trouver des réponses sur ces grands défis-là. Donc, c'est à la fois ma crédibilité, mais aussi la raison pour laquelle je m'autorise à agir avec autant de détermination et de détermination et je sais pas comment dire, de détermination dans le champ politique. Et comment vous expliquez les freins qu'on subit en permanence sur la question agricole? On a l'impression qu'il y a un conservatisme des pratiques qui est extrêmement fort, alors qu'on voit bien que les résultats d'agriculture intensive ne délivrent pas vraiment de performance économique et pas de performance écologique. Alors, c'est pas qu'une impression, il y a vraiment des freins. C'est pas une impression non plus que cette agriculture est en train de faire la démonstration que c'est une agriculture du passé, qu'il faut passer à autre chose. Et les freins, ils sont malheureusement psychologiques. Moi, je l'ai vécu dans la relation avec mon propre père. C'est-à-dire que moi, quand je lui ai présenté le projet de mon installation et des orientations que je souhaitais donner à l'entreprise qu'il me transmettait, il a eu très peur. Il s'est dit, mais il va tout foutre par terre. Il y a l'outil de travail que j'ai créé, il va complètement le détruire. Alors qu'au moment où il part à la retraite, son entreprise bat de l'aile, si je puis dire. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, je ne veux pas être désagréable avec son histoire, mais ça ne fonctionnait plus. Ça, il le reconnaît lui-même d'ailleurs. Donc, il y a ce constat-là. Et pourtant, parce qu'il a été bercé par le message dominant qui consiste à dire il faut qu'on produise toujours plus pour nourrir la planète, c'est comme s'ils étaient un peu investis de cette mission divine. Et pourtant, alors que les résultats étaient plutôt de plus en plus décevants, il continue de dire, je me rappelle de cette phrase, il continue de me dire pas de traitement, pas de récolte. Parce qu'ils ont été bercés par ce message-là. Et donc, j'ai vu progresser et c'est pour ça que je m'appuie là-dessus pour essayer de comprendre ce qui peut se passer dans le cheminement des agriculteurs qui m'écoutent et qui parfois font le même chemin que moi. Ensuite, j'ai entendu que j'avais sûrement raison, mais que c'était compliqué. Donc ça, c'était difficile à comprendre pour moi, parce que comment est-ce que ça peut être compliqué de sortir d'un modèle où plus rien de ce qu'on espère d'un métier n'est au rendez-vous, que ce soit sur la dimension écologique, sociale ou économique surtout,
et dire ça peut pas fonctionner alors que la réponse que je propose, c'est justement d'apporter des réponses économiques, des réponses de rentabilité. Comment est-ce qu'on peut rester bloqué dans un modèle qui n'est plus rentable et avoir du mal à avancer vers un modèle qui apporte toutes les réponses qu'on peut rechercher quand on conduit une entreprise. Et un jour, et c'est le jour où M. Barnier, ministre de l'Agriculture, m'a remis le trophée de l'agriculture durable, là, il va plus loin dans l'explication de tu as raison, mais c'est difficile pour nous. Et en vérité, la difficulté, elle est psychologique, elle est cognitive. C'est-à-dire qu'il reconnaît à ce moment-là que c'est moi qui ai raison, que eux, ils ont poussé le balancier très loin parce qu'ils voulaient ils refusaient la pénibilité du travail de la génération de leurs parents, et donc ils ont adhéré à ces pesticides, à ces engrais de synthèse, c'est le mot qu'il utilise, qui apportent des solutions absolument magiques sur la capacité à faire augmenter les rendements tout en ayant une pénibilité du travail beaucoup moindre. La mécanisation également, qui apporte des réponses d'effacement de pénibilité du travail. Mais au moment où ils font ça, où ils poussent le balancier très loin, ils ne savent pas à ce moment-là les dégâts collatéraux de ces pratiques-là, les dégâts collatéraux de l'utilisation des pesticides ou des engrais de synthèse. Et quand il me dit que j'ai raison, il me dit bah, finalement, tu replaces le balancier au centre, c'est-à-dire que tu utilises le bon sens paysan qui animait les pratiques de mes grands-parents avec cette pénibilité du travail que nous, on refusait. Et donc, pour effacer la pénibilité du travail tout en respectant le bon sens paysan, tu sais utiliser des méthodes modernes, mais en effaçant dans ces méthodes modernes les pratiques qui provoquent ces dégâts collatéraux desquels il faut absolument qu'on s'affranchisse pour préparer au mieux l'avenir des générations futures. Mais en même temps, il me dit, mais tu te rends compte que ta réussite, puisqu'il reconnaît à ce moment-là que mon vécu est une réussite, et la reconnaissance officielle d'ailleurs par le ministre de l'Agriculture du moment entérine quelque part la réussite qu'il observait lui-même de ses propres yeux, et c'est une génération très sensible au candidaton et à la perception que peuvent avoir les gens à l'extérieur qui nous regardent. Le fait que le ministre de l'Agriculture reconnaisse la pertinence de mes pratiques amplifie la reconnaissance que lui pouvait en avoir. Mais il me dit à ce moment-là, ta réussite pour nous, c'est extrêmement violent. Et c'est extrêmement violent parce que ça remet en cause les pratiques agricoles qu'ils ont eux-mêmes pratiquées pendant aussi longtemps. Il me dit, moi j'ai été agriculteur pendant plus de 50 ans, et c'est le cas, il a été agriculteur pendant plus de 50 ans, et ce que la démonstration que tu nous fais là, il dit, moi je regrette de ne pas avoir su l'analyser, la comprendre et l'adopter avant toi. Et ils vivent ça, ils parlent de violence, ils vivent cette réussite comme quelque chose d'extrêmement violent par rapport à ce qu'eux, ils ont vécu pendant toutes ces années-là, pendant toutes ces décennies. Ça veut dire que la question du changement agricole est d'abord une question culturelle et de combat sur les imaginaires quasiment. Oui, c'est un peu ça, mais je pense qu'on a un autre moyen de les convaincre, c'est l'accompagnement économique. Et c'est là où les politiques publiques, c'est pour ça aussi que je suis engagé dans la tentative de transformer les politiques publiques. C'est-à-dire que à partir du moment où les politiques publiques donnent une orientation qui correspond aux attentes sociétales et qui leur permet de faire le pas qu'ils ont du mal à faire parce qu'il y a cette réticence, ce blocage, on va dire, c'est un blocage, ce blocage un peu cognitif là, à partir du moment où on utilise de l'argent public sur des évolutions de pratiques qui sont réclamées, attendues par la société civile, par les citoyens, par les contribuables qui alimentent cette enveloppe publique, si elle est suffisamment incitative, ils feront le pas. Ils ne sont pas plus cons que les autres, hein, sans vouloir être... Et donc, si on est suffisamment ambitieux dans l'accompagnement de la transition de ces pratiques, ils feront le pas. Mais il faut les rémunérer, c'est-à-dire qu'il faut sortir d'une logique de subvention où ils ont l'impression d'être des assistés. Moi, j'entends des collègues agriculteurs dire, mais nous, on en a marre d'être assistés. On voudrait gagner notre vie par rapport à des activités qui sont les nôtres et qui correspondent à notre métier. Mais si avec l'argent public, on les rémunère parce qu'ils prennent soin du climat, parce qu'ils prennent soin de la biodiversité, parce qu'ils prennent soin de notre santé, de la souveraineté alimentaire, et que du coup, par cette rémunération, on leur permet de vivre décemment de leur métier, il n'y a pas de raison qu'ils continuent d'être en résistance. La raison pour laquelle ils continuent de ne pas adhérer à ce truc-là, c'est que, ou à cette logique-là plutôt,
c'est tout simplement parce que les politiques incitatives ne sont pas assez ambitieuses, ne sont pas assez importantes pour que ils puissent faire le pas, et surtout parce que les politiques publiques continuent de perfuser le modèle qui ne se revisite pas. Et donc, pourquoi changer, puisque sans rien changer, justement, l'argent public continue de soutenir leurs revenus. Donc, ils n'ont pas de raison de changer. Ils sont quelque part encouragés à ne surtout pas changer, même. Et vous êtes en pointe avec Yannick Jadot pour intégrer la protection de l'environnement et de l'agriculture dans le commerce international. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les actions que vous menez sur ce thème? Elles sont multiples, mais le principal sujet, c'est autour de la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que là, on est dans un paradoxe assez saisissant où on encourage une agriculture exportatrice, et elle est exportatrice de céréales comme du blé ou d'autres productions comme le maïs, par exemple. Donc, on encourage cette agriculture exportatrice pour ensuite faire le constat que sur notre continent qu'est l'Europe, on est dépendant de productions qu'on ne produit pas sur le continent, alors que ce continent a les aptitudes agronomiques pour produire ces denrées-là. Et donc, on est dans une économie un peu hors du temps par rapport à ces grands défis, qui consiste à produire pour exporter, mais à créer des déficits dans certaines productions dont on a besoin pour satisfaire la souveraineté alimentaire et qu'on importe. Alors que une des premières logiques, ce serait de travailler sur la souveraineté alimentaire du continent européen, c'est-à-dire de probablement ralentir de façon assez conséquente ces productions dédiées à l'exportation qui finalement sont contrebalancées par les importations d'autres productions qu'on ne produit pas, et donc inverser cette tendance, réduire sur le continent européen la production de blé, réduire sur le continent européen la production de maïs, qui d'ailleurs dans des logiques un peu de monoculture provoque des désastres autour d'une bonne gestion de la ressource en eau, d'une bonne gestion de la biodiversité, d'une bonne gestion de la fertilité des sols. Et au contraire, arriver sur des logiques agronomiques de rotation de culture avec une plus grande diversité de production qui nous permettrait par ailleurs de nous affranchir de ces besoins d'importation, comme le soja par exemple, qui quand on l'importe, au-delà du fait qu'on peut le produire chez nous, encourage des importations de déforestation, enfin on importe de la déforestation amazonienne. Donc construire des logiques d'échange à l'échelon planétaire sur des logiques comme celle-là, c'est juste une insulte à l'avenir des générations futures. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis après, sans remettre en cause l'intérêt de ces échanges à l'échelon planétaire dont on a besoin. Moi, j'adore le cacao, par exemple, et on n'en produira jamais en Europe. Donc, il faudra continuer d'importer des denrées alimentaires, mais d'ailleurs, d'abord veiller à atteindre cette souveraineté alimentaire pour éviter de construire une forme d'économie artificielle basée sur des échanges dont on n'a pas besoin et au milieu desquels seuls quelques-uns se retrouvent, c'est-à-dire ceux qui vivent de ces échanges-là et qui spéculent d'ailleurs sur une fonction aussi primaire que qui est celle de se nourrir. Donc, moi, je trouve ça absolument insupportable qu'on puisse spéculer sur de la denrée alimentaire alors que c'est un besoin primaire, que c'est un besoin vital. Donc, c'est en partie une des raisons pour lesquelles on s'oppose à ces accords, sans pour autant remettre en cause l'intérêt de devoir échanger à l'échelon planétaire, j'insiste. L'actualité politique internationale et européenne a aussi été marquée par des atteintes multiples aux droits humains et à la démocratie. Au-delà des questions agricoles, vous êtes particulièrement impliqué dans la question catalane, mais aussi sur différents dossiers en Amérique latine, en Bolivie par exemple. Pouvez-vous nous en dire plus? On voit bien qu'à l'échelon planétaire, il y a des disparités, le mot est faible, entre certaines zones de la planète et l'Union européenne qui se veut être un peu cette zone de la planète garant de politiques publiques ou de choix politiques qui garantissent la paix, qui garantissent les droits humains. Et donc, pour être crédible, je vais commencer par la Catalogne, pour être crédible, il faut d'abord balayer devant sa porte. Et c'est ça qui motive mon engagement auprès de la Catalogne, c'est-à-dire que quand on a un pays qui s'appelle l'Espagne, qui est membre de l'Union européenne et qui enferme des responsables politiques parce qu'ils ont organisé un référendum,
moi, ça titille un peu mon logiciel humaniste et mon logiciel profondément républicain. Quand un pays comme l'Espagne les enferme en plus pendant 13 ans, c'est des peines qui sont absolument délirantes par rapport à ce qu'on leur reproche, c'est-à-dire l'organisation d'un référendum. Et ce qui a fait que je me suis vraiment impliqué, c'est que dans nos rangs des élus écologistes au Parlement européen, je pense à Oriol Junqueras, on a un élu qui, dont la candidature a été validée par l'Espagne pour qu'il puisse être candidat à l'élection européenne, alors qu'il était déjà enfermé par l'Espagne, par le gouvernement espagnol, qui, le soir ou le lendemain de l'élection européenne, du scrutin aux élections européennes, est validé par le gouvernement espagnol comme député européen. Et pourtant, il ne peut jamais venir siéger parce que l'Espagne, malgré le fait qu'ils aient accepté sa candidature, qu'ils aient validé son élection, continue de le tenir enfermé en Espagne, alors que ils ont été, que leur élection a été validée par la Cour de justice européenne, qui est quand même la plus grande instance judiciaire de l'Europe. Ils n'ont toujours pas pu venir siéger pour finalement aboutir à ce que l'élection d'Oriol Junqueras soit annulée et qu'il soit remplacé par un nouvel Espagnol. Donc, moi, quand je vois des choses comme ça, effectivement, c'est un peu affectif, émotionnel, c'est très personnel, mais j'ai eu le besoin d'agir pour que les choses soient remises à l'endroit sur ce continent européen. Et c'est parce qu'on remet les choses à l'endroit au sein de l'Europe, et il y a d'autres pays, il n'y a pas que l'Espagne, hein, il y a d'autres pays qu'on peut pointer du doigt, mais c'est seulement à partir de là qu'on peut commencer à avoir un regard critique sur d'autres régimes politiques. Et c'est parce que j'avais envie d'avoir ce regard critique, et là on passe sur le continent américain, parce que j'avais besoin de porter ce regard critique sur ce qui se passe en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, que j'avais besoin de conduire aussi ce combat sur la Catalogne. Donc voilà, ceci explique cela. Combat pour la liberté. C'est le combat pour la liberté dans une institution qui, rappelons-le, a été fondée par ses fondateurs pour montrer le chemin de la paix. Et donc, la paix, ça passe aussi par le respect, par la démocratie et par la liberté, effectivement. C'est un autre mot-clé, par la fraternité aussi. La fraternité, c'est un autre mot important dans mon vocabulaire. Et là, on est à mi-mandat. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir achevé à la fin de ce mandat ? Là, je vais regarder un petit peu à court terme, mais c'est vrai qu'il y a une étape importante qui va se dérouler en novembre 2021. C'est la possibilité qu'en seconde lecture, la PAC ne soit pas votée. Et donc, moi, ce que j'adorerais, c'est qu'effectivement, une majorité de députés européens décide de ne pas voter cette PAC, de la rejeter. Et ça voudrait dire qu'en 2021, il faudrait qu'on se lance dans cette nouvelle aventure, ou dans cette aventure assez insolite, de réécrire une nouvelle PAC. Et si on réécrivait une nouvelle PAC en 2021, on serait obligé de tenir compte, de s'appuyer sur les données qui ont jalonné le début de ce mandat, c'est-à-dire en 2019, on vote l'état d'urgence climatique. En 2021, on vote une feuille de route pour le climat. En 2021, en juin 2021, on vote une stratégie pour la biodiversité qui est une stratégie du Green Deal. En septembre 2021, on va voter la stratégie de la ferme à la fourchette où on annonce des ambitions comme réduire de 50% l'usage des pesticides en agriculture, de 20% l'usage des engrais de synthèse en agriculture, où on porte l'ambition de convertir 25% des surfaces agricoles en agriculture biologique à l'horizon 2030. Et donc, moi, ce que j'aimerais, ce que j'aimerais bien sur cette fin de mandat, c'est qu'on soit dans le scénario, faisons un peu de science-fiction, où cette PAC est rejetée en novembre 2021 et on doit relever le défi d'écrire une nouvelle PAC qui intègre ces éléments nouveaux et qui intègre aussi, je reviens sur les données objectives, les différents rendus de la Cour des comptes européenne sur cette PAC et sur la défaillance de cette politique communautaire sur l'agriculture
en termes d'installation des agriculteurs, en termes de revenus des agriculteurs, en termes de souveraineté alimentaire, en termes d'impact sur le climat, sur la biodiversité. Enfin voilà, quelle belle aventure que réécrire une PAC en 2021 et donc sur la fin du mandat jusqu'en 2024. Et de conclure le mandat, et donc de conclure le mandat en 2024 avec la validation d'une PAC qui soit à la hauteur de ces belles ambitions, de ces grands défis et de ces gros objectifs. Merci Benoît pour ce temps, cette participation et cet enthousiasme à transformer le modèle agricole et à défendre nos libertés. J'essaie d'être à la hauteur. Hein, comme je dis souvent, personne ne m'a mis le couteau sous la gorge pour devenir eurodéputé. Moi, j'ai une très haute estime du rôle de l'élu, quel que soit l'échelon d'ailleurs. Et donc, je considère que quand on a le privilège, parce que je ne dis pas ça c'est pas le privilège au titre des privilèges que peuvent avoir certains élus, le privilège d'être choisi par les citoyens pour porter un message, porter une mission, porter un mandat. Et donc, quand on a ce privilège-là, je considère que on doit mettre un petit peu entre parenthèses sa propre vie personnelle, savoir se dépasser, y compris physiquement. Moi, je suis un ancien sportif de très haut niveau et j'adore ces sensations qu'on a là au moment où on se surpasse un peu. Et donc, moi, je vis ça comme une expérience extrêmement enrichissante à titre personnel, mais aussi comme une expérience où on est obligé. On est obligé de répondre aux attentes des citoyens qui nous ont choisis pour aller porter ce message-là et pour aller porter les ambitions qu'on a promis qu'on irait porter quand on était en campagne électorale. Merci pour ce beau mot de la fin. Merci beaucoup à vous. Et bonne moisson. Ouais, je vais y retourner. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon courage à vous, merci. Merci.